bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous ce matin dans ce cadre un peu féerique. Quand on arrive sur le chemin avec la neige, c'est magnifique. On est encore un peu dans les fêtes finalement. Et comme Kassem vous l'a indiqué, c'est notre dernière date de vœux et donc on termine en beauté. Et à cette occasion, je voulais vraiment commencer ce propos en saluant, en félicitant l'ensemble de nos équipes, puisque c'est un travail chaque année considérable qui est réalisé pour permettre cette tournée et de manière plus globale, pour permettre au mouvement réformateur de devenir la première force politique francophone et de chaque jour pouvoir être le moteur de ces réformes. Peut-être un salut tout particulier pour les locaux de l'étape, Yacine, Caroline et bien évidemment l'incontournable Kassem. C'est pour ça qu'il a dit que c'était la plus belle province. Il en est issu. Donc il n'est pas tout à fait objectif. Et alors peut-être un mot tout particulier pour une de nos collaboratrices qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il s'agit de Charlotte qui organise nos événements. Donc joyeux anniversaire Charlotte et vous pouvez tous les applaudir pour leur travail et le dévouement. Kassem qui par ailleurs est conseiller communal à Wavre, on en reparlera. Alors pour débuter ce discours, je voulais nous sensibiliser et attirer notre attention sur des événements qui se passent à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, mais qui sont des événements avec lesquels nous devons être en totale solidarité. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Iran et depuis d'ailleurs de nombreuses semaines et nombreuses années. Cette photo est vraiment, à mon sens, l'illustration de l'essence même de ce qu'est le courage. C'est le courage de risquer sa vie pour un idéal. Ça, c'est le courage absolu. C'est le courage, en fait, de se battre pour mettre en œuvre une démocratie libérale. C'est le courage de se battre pour essayer d'obtenir des libertés qui nous paraissent aujourd'hui tellement banales, tellement simples. Ce courage des femmes et des hommes en Iran aujourd'hui doit nous amener à la fois à savoir à quel point ces libertés sont fragiles et doivent chaque jour être défendues. Ça doit aussi nous amener à une pleine solidarité, parce que notre projet libéral est un projet universel. On ne peut pas vouloir la liberté pour soi sans se battre pour celle des autres. Et ce qui me frappe et me déçoit, c'est qu'aujourd'hui nos médias ont trop peu consacré d'espace à ce qui est en train de se passer là-bas. Alors vraiment, chers amis, chers militants libéraux, je vous demande de faire tout ce que vous pouvez faire. Et parfois, c'est un simple partage Facebook. C'est simplement en parler dans votre entourage. C'est simplement apporter un soutien à toute cette diaspora iranienne qui se bat pour plus de liberté dans leur pays. Je vous demande vraiment d'être totalement mobilisés pour chacune et chacun à travers le monde qui se bat pour la liberté. Parce que notre projet, il est tellement formidable qu'il y a des milliards de personnes à travers la planète qui veulent cet idéal, qui voudraient vivre dans une démocratie libérale. À ce titre-là, soyez toujours la tête haute, parce que ce projet, c'est le plus beau projet de l'humanité. Alors vraiment un tonnerre d'applaudissements pour ces Iraniennes et ces Iraniens qui se battent pour ce projet libéral. Alors, je parlais du silence autour de ces événements et pourtant, ces événements risquent, et nous l'espérons, d'avoir des conséquences dans toute la région, tant le régime iranien est un facteur de déstabilisation. Et donc, des conséquences au niveau mondial, pour apporter plus de stabilité, plus de paix. Dans une telle révolution, l'Union européenne devrait être pleinement un acteur. Or, aujourd'hui, nous le voyons, l'Europe, trop souvent, est un commentateur. Un commentateur des excès inacceptables commis à l'un ou l'autre moment par le président des États-Unis. Commentateur des violations des droits fondamentaux, que ce soit dans les pays arabes, en Russie. Commentateur des menaces, de l'espionnage, des atteintes aux droits sociaux ou environnementaux commis par la Chine.
Mais comment pouvons-nous être sincères? Comment surtout pouvons-nous être crédibles dans de telles postures alors que nous sommes totalement dépendants des États-Unis pour notre défense, totalement dépendants de la Russie et des pays arabes pour notre énergie, et totalement dépendants de la Chine pour notre industrie? Aujourd'hui, l'Europe doit quitter le confort des postures pour affronter la dureté de la réalité. Et cette réalité, elle nous oblige. Elle nous oblige à faire comme nous le faisons avec ce gouvernement, c'est-à-dire à investir dans la défense. C'est tellement facile de comparer le prix d'un F-35 avec n'importe quelle politique sociale. Mais sans capacité militaire, nous n'aurons plus d'occasion d'avoir une sécurité sociale. Sans capacité militaire, nous n'aurons plus d'occasion de porter nos valeurs à travers le monde. C'est tellement facile aussi de considérer que le MR aurait fait un jeu politique en voulant sauver le nucléaire. Nous avons au contraire contribué à garantir, du moins partiellement, une autonomie énergétique pour notre pays. Ce n'était pas un combat politicien, c'était un combat d'intérêt général et surtout pour les générations futures. C'est la même chose lorsque le MR, certainement plus courageusement que beaucoup d'autres, explique que nous devons réinvestir dans l'industrie. Alors oui, ça demande du courage, l'industrie. Parce que l'industrie, figurez-vous, que parfois ça pollue, que ça fait du bruit, que ça amène toute une série de contraintes que nous ne voulons plus. Mais l'industrie, c'est le moteur du progrès. Si aujourd'hui on peut répartir les richesses, c'est parce qu'il y a des acteurs qui les créent. Si aujourd'hui les politiques peuvent travailler à l'amélioration du bien-être, c'est parce qu'il y a des ingénieurs qui innovent. Alors je le dis aussi à nos élus locaux, on doit être fort par rapport à toutes les contraintes. Parce que l'industrie, tout le monde en veut, mais jamais au fond de son jardin. On se dit que c'est le voisin qui peut en prendre. Mais sans industrie, il n'y a pas de capacité pour notre pays de se projeter dans l'avenir. Alors oui, cette Europe, elle doit se renforcer. Elle ne doit pas se renforcer que dans les mots. Elle doit faire en sorte de travailler à son autonomie industrielle, à son autonomie énergétique, à son autonomie en matière de défense, mais aussi à préserver son autonomie alimentaire. Alors, vous l'avez vu ces dernières heures, la révolte des agriculteurs par rapport au traité du Mercosur. Je veux être tout à fait honnête avec vous. Nous avons besoin de traités commerciaux. Nous avons besoin du libre-échange. L'attitude des États-Unis amène comme conséquence à la fermeture de certains marchés pour l'Union européenne. Les droits de douane, par exemple, sont une véritable menace pour notre industrie pharmaceutique. Dans le même temps, l'attitude également à l'égard de l'Amérique du Sud nous oblige à renforcer notre alliance avec ces pays. C'est la raison pour laquelle un traité comme le Mercosur est nécessaire, mais pas à n'importe quelle condition. Pas en bradant la qualité de nos produits, pas en bradant les revenus de nos agriculteurs. Alors, et puisqu'il faut avoir le courage de dire la vérité, maintenant que ce traité entrera progressivement en vigueur, nous devons travailler pour que nos agriculteurs puissent vivre dignement. C'est la raison pour laquelle, dès la semaine prochaine, nous irons à la table du gouvernement pour proposer des réductions fiscales, comme par exemple la défiscalisation des primes PAC de nos agriculteurs pour permettre d'avoir un revenu décent. C'est la raison pour laquelle nous allons travailler avec Anne-Catherine Dalk à supprimer toutes les charges administratives superfétatoires. C'est la raison pour laquelle nous allons, avec David Clarinval, renforcer les contrôles pour que les produits qui sont importés répondent aux mêmes exigences de qualité que les produits que nous produisons en Europe. Et je voudrais surtout, mesdames et messieurs, dire aux agricultrices et aux agriculteurs de notre pays que le mouvement réformateur est pleinement avec eux, pas dans les mots, dans les actes. Parce que les agriculteurs, ils incarnent deux choses essentielles.
Ils sont les acteurs de notre autonomie. Parce que si demain, nous devons, en plus du reste, importer notre alimentation, la fragilité de l'Europe à travers le monde sera encore plus grande. Et surtout, nous qui sommes le parti des travailleuses et des travailleurs, est-ce qu'il y a des travailleurs plus courageux, qui sacrifient plus, qui sont à la fois agriculteurs, comptables, juristes, responsables sanitaires, tant les obligations sur leur tête sont nombreuses que les agriculteurs? Alors, mesdames et messieurs, je vous demande vraiment un tonnerre d'applaudissements pour les agricultrices et les agriculteurs de ce pays qui nous permettent de s'alimenter chaque jour. J'ai parlé d'Europe, mais l'Europe, et ce n'est pas Louis qui va me démentir, ce n'est pas les autres. L'Europe, c'est avant tout nous. Il ne faut pas attendre que les autres fassent les réformes. On doit les mettre en œuvre. C'est ce qu'on fait aujourd'hui au niveau du pays. Le chômage limité à 2 ans, ça n'est pas une mesure budgétaire. Ça aura bien sûr des conséquences budgétaires. Mais c'est surtout une révolution culturelle. Ça a envoyé un signal. C'est de dire que l'État doit toujours être à vos côtés quand vous avez un accident de la vie. Mais ça veut dire aussi que l'État, c'est chacune et chacun d'entre nous. Et que notre devoir, notre responsabilité, c'est de contribuer dès que nous en avons l'occasion. Le chômage à 2 ans, c'est surtout la meilleure des politiques sociales. Parce qu'une vraie politique sociale, ce n'est pas celle qui donne le chèque, c'est celle qui accompagne pour permettre aux gens de reprendre leur vie en main. Alors ce chômage à 2 ans nous vaut aujourd'hui énormément de critiques et d'attaques. Ce sera le cas sur beaucoup d'autres politiques, je vous mets votre cœur à l'aise. Mais qu'est-ce qui compte en fait en politique? Est-ce que ce que nous voulons, c'est des bisous en permanence? Alors on devait se présenter au concours Miss Belgique. Ou être footballeur, voire chanteur. N'ayant aucune de ces 3 qualités, je me suis dit que ça serait peut-être mieux de faire de la politique. Mais laisser une trace, c'est pas simple. En général, on laisse une trace quand on quitte le chemin. Vous voyez, ici, il y a de la neige. Quand vous marchez sur le chemin, il n'y a déjà plus de neige. Si vous voulez qu'on voit votre trace, il va falloir marcher dans les champs. Alors c'est toujours plus dur de marcher en dehors du chemin. Mais c'est la seule façon de réformer. C'est la seule façon de changer les choses. Mais si nous sommes sincères dans notre engagement, on ne peut pas se dire qu'on va changer les choses, mais que tout se fera sur un tapis de pétales de rose. Ça sera dur. Ça sera dur au quotidien. Mais nous ne devons jamais perdre notre boussole. C'est que ça doit être juste. Et pour être juste, ces réformes doivent porter aux bons endroits. Nous allons devoir augmenter la croissance. Ce mot suspect, ce mot coupable. Mais comment voulez-vous répartir une richesse que vous n'auriez pas créée? Oui, la croissance est indispensable. Cette croissance doit se faire dans le progrès, dans le savoir. On doit avoir une croissance du bien-être, une croissance de nos qualités de vie. Et pour ça, nous avons besoin d'une croissance économique. Nous devrons également baisser les dépenses publiques. Parce que le Parti libéral, c'est le parti qui veut baisser l'impôt. Mais si nous sommes là aussi totalement sincères, on ne pourra pas baisser l'impôt si on ne baisse pas les dépenses. C'est pourquoi nous réformerons les provinces pour diminuer le nombre de mandats politiques qui existent dans notre pays. C'est pourquoi nous allons supprimer le Sénat. C'est pourquoi nous devons avancer, et je sais qu'en Brabant wallon, vous en êtes convaincus, car vous l'avez déjà fait dans de nombreuses communes. Nous allons fusionner communes et CPS. Mais nous devons aussi avancer sur la fusion des communes. Pas n'importe comment. Pas n'importe comment. C'est la raison pour laquelle, dès lundi, je lancerai au sein du mouvement réformateur une initiative d'abord avec nos bourgmestres et puis avec l'ensemble des élus pour arrêter les critères les plus justes afin de pouvoir diminuer le nombre de communes
et permettre à la Wallonie de faire des économies qui seront rendues aux travailleuses et aux travailleurs. Nous devons de façon globale diminuer le nombre de mandats politiques. Et je sais que ce n'est pas simple à dire dans une salle où il y a des mandataires. Mais mesdames et messieurs, est-ce que l'on peut encore continuer à avoir, si vous regardez la région bruxelloise, plus de 100 personnes, par exemple, qui ont un mandat politique dans le secteur culturel? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que cet argent aille aux créatifs? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que cet argent permette aux acteurs de la culture d'être mieux rémunérés? Alors c'est un exemple parmi d'autres. Je pourrais les multiplier. Parce que notre pays aujourd'hui souffre du nombre d'intermédiaires. Parmi ceux-ci, vous avez certainement vu la question des mutuelles. Alors je vais vous faire une confidence. Je n'aime pas déclencher des polémiques. Voilà, je savais que je ne serais pas cru. Le problème, c'est que dans ce pays, dès que vous dites quelque chose de bon sens, ça fait une polémique. Prenez un exemple, les mutuelles. Je savais que je ne devais pas toucher à ça, mais c'était plus fort que moi. Pourquoi? Mais bien évidemment que personne ne veut fragiliser le patient. Mais aujourd'hui, nos mutuelles reçoivent une mission déléguée de l'État, qui est d'ailleurs exercée par un organisme non politisé, non partisan, totalement public, qui s'appelle la CAMI. Mais en plus de ça, ces mutuelles offrent des assurances privées. Et qu'est-ce que j'ai pu constater? C'est qu'elles ne payaient pas le même impôt que les autres caisses d'assurance privées. Vous allez chercher une assurance chez AXA ou à la DKV, je les ai choisis au hasard. Eh bien, ces entreprises payent de l'impôt des sociétés, pas les mutuelles. Je me suis dit, ça doit être une erreur. Ce n'est pas possible que des mutuelles, essentiellement marquées à gauche, ne veuillent pas payer de l'impôt. Ils sont tellement prompts à nous expliquer que les autres doivent payer de l'impôt. Et dans un principe un peu chrétien, j'ai quand même les engagés comme partenaires, il reste des traces. Je me suis dit, toute charité bien ordonnée commence par soi-même. Figurez-vous que non. Alors j'ai creusé un petit peu. Et là, qu'est-ce que j'ai découvert? Qu'en fait, une association comme CAP 48 paye un impôt sur son patrimoine. Pourquoi? Parce qu'il existe une taxe en Belgique où vous donnez 0,45% de la valeur de votre patrimoine en impôt pour toutes les grandes ASBL. CAP 48 le fait, les pauvres sœurs le font. Et là aussi, bardaf, pas les mutuelles. C'est fou ça. Parce qu'en fait, quand on souhaite leur placer l'impôt sur les sociétés, elles disent non, nous on fait de l'économie sociale. Je suis certain que la DKV serait très heureuse d'apprendre qu'ils font de l'économie sociale avec des assurances de santé. Mais admettons. Alors, si ce n'est pas l'impôt sur les sociétés, ce sont les ASBL. Ah là non, elles ne font plus de l'économie sociale. Elles font certainement du traitement commercial. Alors, mesdames et messieurs, à travers cet exemple, bien évidemment que je n'ai aucune envie de taxer. Et si la conséquence de ce débat est de baisser l'impôt sur les sociétés et ou baisser l'impôt sur les ASBL, voire le supprimer, j'en serais ravi. Mais il y a une chose que je ne supporte plus, c'est l'hypocrisie. Et dans la gestion publique de ce pays, il y a énormément d'hypocrisie. Et donc, c'est vrai que j'ai du mal à entendre Jean-Pascal Laby expliquer que nos entreprises devraient payer plus d'impôts, que les patrons gagnent trop alors que pour une partie d'entre eux, ils gagnent beaucoup moins que lui. Et de l'autre côté, de voir que des formations politiques ont assuré le fait d'avoir des exonérations d'impôts et des niches fiscales pour ces acteurs. Alors la seule chose que nous voulons, c'est l'égalité devant l'impôt. Et nous ne le voulons pas pour embêter les gens. Nous le voulons parce que l'égalité devant l'impôt va permettre deux choses. La première, c'est d'arrêter d'augmenter celui de celles et ceux
qui se lèvent pour travailler chaque jour, pour investir et même pour épargner. Parce que oui, on a le droit d'épargner. Et il va permettre une deuxième chose, c'est que si chacun paye le juste impôt, on va pouvoir baisser cet impôt. Baisser cet impôt pour les femmes et les hommes qui travaillent dans notre pays. Mais il n'est plus question d'avoir des privilèges. Il n'est plus question de vouloir tout le temps presser le citron sur les mêmes. C'est la raison pour laquelle j'ai pris un engagement, c'est que ce gouvernement a fait 32 milliards d'euros d'efforts budgétaires. 80% en réduction de dépenses, 20% en recettes. C'est un équilibre qui n'a jamais été vu dans notre pays. D'habitude, c'était plus ou moins 50-50 dans les meilleurs jours. Il ne faut plus d'impôts à l'avenir. Nous devons terminer cette législature sans aucun prélèvement. Le zéro impôt, c'était notre engagement. Nous devons le respecter pour toutes les femmes et les hommes qui travaillent. Alors, des réformes socio-économiques, mais aussi des réformes en matière de sécurité. Parce que la justice, c'est la valeur cardinale de notre projet. La justice, c'est quoi? C'est de permettre que le casseur devienne le payeur. Vous avez certainement vu pendant les fêtes des gens qui considéraient que célébrer la victoire lors d'un match de football, eh bien, revenait à utiliser une Kalachnikov, c'est original, des feux d'artifice contre des policiers et détruire des abribus. Alors on risque d'en heurter certains. Je considère qu'on n'a pas à avoir la moindre tolérance par rapport à ces actes. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a aucune situation sociale qui peut justifier ça. Parce que tout à l'heure, je parlais des agriculteurs. Je peux vous dire aujourd'hui que quand vous êtes un fils d'agriculteur, votre avenir, il n'est pas tout tracé. Pourtant, j'ai rarement vu des destructions de biens publics en province du Luxembourg, voire en Brabant wallon. Alors à un moment, il faut arrêter avec les causes d'excuses. Il n'y a pas de cause d'excuses à avoir. Le principe du casseur-payeur, c'est le principe même de la responsabilisation. C'est le principe même de dire que les gens qui travaillent n'ont pas à payer de leurs impôts pour la 4e fois le même abribus. Parce que des gens qui souvent ne travaillent pas se sont sentis intelligents à le détruire. Le principe de sécurité, c'est aussi le fait de permettre à ce que des personnes qui ont commis des actes de délinquance et qui aujourd'hui sont dans nos prisons et en situation illégale puissent être renvoyées dans leur pays d'origine. Et je voudrais être totalement précis là-dessus. La Belgique est une terre d'accueil et elle doit le rester. La Belgique doit mieux accompagner les femmes et les hommes qui viennent dans notre pays pour bâtir ensemble notre Belgique. Mais dans le même temps, notre pays, il doit être respecté. Et se faire respecter, c'est envoyer le signal qu'il n'y a pas de place pour ceux qui sont venus ici pour commettre des actes de délinquance. Ça n'est pas amener le parti dans une droite radicale que dire ça. C'est au contraire être le vrai rempart contre l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est être le vrai rempart contre les populistes. Parce que si les gens de bien n'ont pas le courage d'affronter les problèmes, si les gens de bien n'osent pas assumer que nous avons 2 fois plus de non-nationaux dans nos prisons que la moyenne européenne, eh bien alors, les gens tomberont dans les bras des populistes, des pires espèces. Alors oui, nous allons les renvoyer. Nous allons également faire en sorte que les conditions d'accès à la nationalité belge soient renforcées de façon très simple. C'est que pour devenir belge, il faille réussir son parcours d'intégration, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que, je le dis souvent, la solidarité va dans les 2 sens. Et aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire à quelqu'un qu'il n'y a pas d'avenir dans ce pays si on n'apprend pas au moins une des langues nationales, qu'il n'y a pas de possibilité de garantir le vivre ensemble, si on ne partage pas le même corpus de valeurs, mais que dans le même temps, toutes celles et tous ceux qui font des efforts doivent être récompensés, complètement intégrés, qu'on doit lutter avec force contre toutes les discriminations.
C'est à ce prix, c'est avec ce principe de justice que nous pourrons être légitimes dans la fermeté. Alors, mesdames et messieurs, j'ose le dire, même si ce n'est pas la mode dans ce pays, j'aime la Belgique. J'aime ce pays de progrès. Et quand on aime ce pays, on doit savoir une chose, c'est qu'être belge ou le devenir, ce n'est pas un droit, c'est un honneur. Alors, je ne serai pas plus long et pour conclure, puisque je sais qu'il y a le poulet compote qui vous attend peut-être et que vous souhaitez boire un verre ensemble avant ça, je voudrais dire un mot sur notre parti. Je l'ai déjà un peu esquissé. Bien sûr que ce n'est pas simple au quotidien. Ce n'est pas simple de changer des habitudes. Ce n'est pas simple de remettre en cause les tabous. C'est surtout pas simple d'avoir fait un acte qui est un acte certainement impardonnable dans le paysage francophone. Avoir mis la gauche dans l'opposition. D'ailleurs, je suis extrêmement surpris par le nombre de gens de gauche qui s'inquiètent de notre parti. Vous avez vu le nombre de gens de gauche qui voudraient décider de notre président, qui voudraient décider de notre ligne politique? Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, je n'ai jamais été inquiet de savoir qui allait être le président du PS. Même si celui-ci m'arrange bien. Parce que celui-ci, il est quand même extraordinaire. Il va expliquer dans la presse qu'il ne va pas remettre en cause notre réforme du chômage. Alors, moi, j'ai une question pour lui. Pourquoi il manifeste? Donc, en fait, il manifeste, il crie, mais dites-vous bien une chose, hein, les jours où vous doutez, et c'est humain de douter, c'est normal. Mais les jours où vous doutez, dites-vous une chose, ils ne vont jamais remettre en cause la réforme du chômage. Ils ne vont jamais remettre en cause la réforme des pensions. Ils ne vont pas remettre en cause les réformes sécuritaires ou budgétaires, pour une raison qui est simple. Je vous le disais, ces réformes sont justes, mais en plus, elles sont inéluctables. Elles sont inéluctables pour une raison qui est simple. C'est qu'aujourd'hui, on ne partage pas la richesse, on partage la dette. Notre niveau de vie, il est alimenté par de la dette. C'est comme si, en sortant d'ici, vous alliez au restaurant, c'est dimanche, vous mangez tout le repas au champagne, vous prenez du homard, et tant qu'à faire un peu de caviar. Et à la fin, vous téléphonez à votre fils ou à votre fille, et vous lui dites qu'il doit passer pour régler la note. C'est comme ça que nous vivons. Chaque bébé qui naît en Belgique aujourd'hui a une dette de 50 à 60 000 euros pour rembourser notre mode de vie. Il devra en plus gagner de l'argent pour son propre confort personnel et en plus pour garantir la solidarité de sa génération. Alors oui, c'est dur. Mais il y a deux manières de voir la politique. Soit on travaille pour les prochaines élections, soit on travaille pour les prochaines générations. L'engagement que je nous demande de prendre, c'est de travailler pour les prochaines générations. Parce qu'en faisant ça, on gagnera les prochaines élections. Parce que je suis certain que l'électeur reconnaîtra les gens honnêtes, les personnes cohérentes et les personnes courageuses. J'en suis convaincu. Et donc, quand j'entends les autres parler à ce point de nous, ça me rassure. Parce qu'en politique, quand vous parlez des autres, c'est que vous n'avez rien à dire. Et manifestement, le seul qui a à dire aujourd'hui, c'est le mouvement réformateur. Parce que tous les autres parlent de nous. Tout le temps. Alors, vraiment, je vous demande, je nous demande, de toujours rester sur notre ligne, de ne pas faiblir, surtout d'être en campagne chaque jour. Parce que la campagne, ce n'est pas sale. Hein. Une campagne électorale, ce n'est pas pour amener les gens à voter pour nous. C'est avant tout pour les convaincre de nos idées. Et on ne doit pas attendre 2029 pour convaincre des idées. C'est tous les jours qu'on doit convaincre des gens de nos idées. Alors on a lancé cette tournée de conférences, mais vous, au quotidien, il faut refaire du porte-à-porte. Ça fait 1 an que les conseils communaux sont installés. C'est le bon moment d'aller voir les gens.
Il faut aller resserrer des mains partout. Il faut faire campagne chaque jour. Et si vous avez le moindre doute, il faut revenir vers nous. Il ne faut pas hésiter. Tous les débats sont possibles, tout le temps. Il faut prendre les argumentaires. Il faut se renseigner. Il faut aller au combat. Il faut aller au combat chaque jour. Parce que oui, nous, le Parti libéral, on fonctionne sans dogme, mais aussi sans contrainte d'ASBL, de mutuelles, de syndicats, qui nous demandent de travailler dans des intérêts particuliers. Nous travaillons uniquement pour un intérêt général. Alors avec ces idées, je vous souhaite une chose en 2026. C'est d'être heureux. Ça, c'est essentiel. C'est d'être plus heureux ce soir que quand vous vous élevez ce matin. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Donc, quelles que soient les contraintes, prenez un peu de chant. Et si je me permets, je rajouterai 2 choses. Soyez courageux, parce que le courage, c'est le moteur du changement. Vous pouvez être la personne la plus intelligente, la plus travailleuse, la plus exemplaire. Si vous manquez de courage, vous ne changerez jamais rien. Et du courage, les libéraux, on en a. Et surtout en 2026, plus que jamais, soyez fiers d'être des libéraux. Une excellente année 2026. J'invite les élus à me rejoindre. Louis.